Bienvenue sur ce plateau en collaboration avec l'Université des maires qui a lieu cette année de façon un peu différente, vous le savez. Sous le nom de maire, il y a plusieurs fonctions. Évidemment, il y a des maires de grandes villes, il y a des maires de petites communes. Est-ce que ce sont les mêmes métiers? Est-ce que ce sont les mêmes façons d'exercer cette fonction? C'est ce dont nous allons parler avec nos invités. Denis Larguero, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Meudon depuis 2017. Bertrand Houillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Magny-les-Hameaux depuis 2012, je crois. Et puis Bruno Millienne, bonjour. Bonjour. Vous êtes député modem de la 9e circonscription des Yvelines et vous êtes un spécialiste de la ruralité, si je peux dire, justement des maires ruraux. Alors, on va parler justement de la ruralité, de l'urbanisation aussi, mais peut-être un mot d'actualité d'abord sur la situation sanitaire, parce que les maires ont été vraiment en première ligne dans cette gestion de crise. Il y a eu de nouvelles mesures, un confinement qui n'en est pas tout à fait puisque on peut beaucoup sortir, c'est plutôt se protéger et sortir en même temps. Les uns et les autres, qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Est-ce que c'est ça qu'il fallait faire? Est-ce que c'est une bonne solution? Allez-y, Denis. Pardon. Non, disons que là, on est dans le décryptage, en fait, pour nos populations, d'un confinement, effectivement, qui n'a pas été compris tout de suite dans sa déclinaison pratique, mais qui, sur le fond, laisse, en tous les cas, pour nos zones très denses, métropolitaines, des possibilités de sortie, des possibilités de profiter en fait du plein air et de la météo, en l'occurrence du week-end qui a été bonne, et spécialement à Meudon où on a, comme vous le savez, la moitié du territoire qui est une forêt, d'avoir pu profiter en fait de la possibilité de sortir. Après, on va voir dans la déclinaison cette semaine des modalités de travail, comment les choses vont s'organiser. Et c'est vrai que c'est du côté des commerces qu'on a le plus d'incompréhension, puisqu'il y a effectivement une inégalité de traitement entre certains commerces qui restent ouverts, d'autres qui sont fermés. Et c'est vrai que moi, j'ai eu plutôt ce week-end des retours de commerçants qui ne comprenaient pas les distinctions qui pouvaient être faites entre certains d'entre eux. Voilà. Après, du côté des habitants, plutôt un accueil plutôt favorable par rapport à une crainte qui était celle de se retrouver dans les conditions du premier confinement qui a été vraiment très très compliqué à subir. Bertrand Houillon. La problématique est surtout la situation sanitaire sur laquelle on est, et avec beaucoup d'interrogations finalement sur les perspectives sur les prochaines semaines. Il y a eu des alertes, en tout cas qu'on a tous entendues dans les médias depuis fin janvier. Maintenant, bon, voilà, il y a un confinement qui en est pas forcément un. Comme le dit mon collègue de Meudon. On a passé le week-end à essayer de comprendre de quoi il s'agissait. Je reviendrai pas sur l'attestation autour de ça. Mais voilà, là, on a passé ce week-end à ça. On a une vraie incompréhension, en effet, de la part d'un certain nombre de petits commerces sur nos parties rurales. Et puis, le sentiment qu'on ne demande pas assez d'être en télétravail au niveau de l'entreprise aussi. Au-delà du fait de demander de faire des efforts, on a l'impression qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'engagement de ce côté-là. Donc voilà, certes, on a toujours la possibilité de sortir et tant mieux, et encore plus dans nos zones rurales où quand on sort, on croise quand même beaucoup moins de monde qu'en milieu très urbain. On est ravis parce que les forêts ne sont pas interdites, c'était le cas l'année dernière. Donc voilà. On va voir à l'usage là ce que ça va devenir sur cette semaine. Après, je vous avoue que au-delà de la pédagogie et de l'explication de texte à faire pour aider les habitants, en ce moment, on est beaucoup plus dirigé sur l'accompagnement pour la vaccination.
Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est l'essentiel. Bruno Millienne, c'est vrai que on voit bien, c'est-à-dire qu'il faut agir au jour le jour, à l'heure presque contre ce virus, et on est dans la dentelle là, donc évidemment il y a. C'est extraordinairement compliqué parce que si on se remémore le début de la pandémie, où là il y avait un effet de sidération et on savait qu'en fermant tout, on allait quand même ralentir, voire stopper. On n'a pas stoppé malheureusement complètement la pandémie, mais en tout cas on l'a beaucoup ralenti. C'est la méthode effectivement la plus efficace, mais elle a des effets pervers derrière. On l'a tous vu. Elle a des effets pervers économiques, bien évidemment. Elle a des effets pervers sur la santé psychologique et psychique des gens. Ça, on l'a constaté au fur et à mesure du temps. On a malgré tout réussi à maintenir les écoles, alors contre vents et marées, je vous le dis quand même, c'est pas évident, mais on a bien vu que sur la première période, les écoles fermées, c'était aussi un problème. Et puis là, on essaye de faire quelque chose qui est un peu inédit et qui repose encore une fois sur ce qui avait été fait au mois de janvier, c'est-à-dire sur la responsabilité de tout un chacun. On sait que la seule protection hors vaccin aujourd'hui, c'est quand même les gestes barrières, le masque, etc. Ça permet aussi aux gens, effectivement, là on va rentrer dans le printemps, ça aurait été impossible de fermer. Honnêtement, fermer l'Île-de-France et les Hauts-de-France, clairement, je vois pas comment on aurait fait. C'est impossible, les gens seraient sortis de toute façon. On va pas passer notre temps à mettre des amendes aux gens. Donc, on est simplement là dans effectivement la responsabilisation et dire aux gens, voilà, vous pouvez sortir, vous pouvez vous promener, vous pouvez respirer. Après, il faut qu'on fasse attention aux réunions de famille. Je sais que ça devient de plus en plus difficile. Moi, je le vois dans ma petite commune rurale. Dès les 3 premiers jours de beau temps qu'il y a eu, bizarrement, il y avait beaucoup plus de voitures devant chacune des habitations. Donc, ça veut dire que les gens ont accueilli d'autres personnes. Il faut faire excessivement attention quand on fait ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire parce que c'est humain, mais il faut qu'on soit conscient qu'on n'a rien d'autre aujourd'hui hors vaccin pour se protéger que ces distanciations sanitaires et le port du masque. Alors, parlons un petit peu de vos villes, de votre métier de maire. On peut peut-être commencer par Meudon, Denis-Larguero, vous le disiez, c'est une ville urbaine, il y a presque 50 000 habitants à Meudon, mais 50% du territoire, c'est les bois, c'est la forêt. Donc, est-ce que vous considérez, vous, que vous êtes une commune urbaine ou rurale, d'ailleurs ? Je pense qu'on est de plus en plus des communes hybrides ou mixtes, si je puis dire, puisque Meudon est le bon exemple, vous l'avez dit, en termes de répartition du territoire, mais je pense que de plus en plus nos communes métropolitaines s'orientent vers une gestion hybride et la volonté, effectivement, de faire revenir la nature, la biodiversité en ville. Et donc, c'est ce qui nous rapproche de nos collègues de la ruralité, c'est le terme que vous avez employé. Et de fait, à Meudon, nous avons comme partenaire très régulier l'Office national des forêts, par exemple, qui est aussi, j'imagine, un partenaire de nos collègues en milieu rural. Nous avons effectivement des lieux de reconquête, comme les berges de Seine, comme le talus SNCF, que nous allons reprendre en gestion au terme d'un accord que nous avons signé la semaine dernière. Nous avons de plus en plus de zones que nous allons consacrer à des opérations de reconquête de friches, très clairement, et avec l'objectif de faire revenir très visiblement, très concrètement, la nature en ville, que ce soit au travers de la revégétalisation des cours d'école, de l'agriculture urbaine, de toutes ces possibilités que nous avons aujourd'hui, que nous saisissons au travers soit de nos partenaires que je viens de citer, soit au travers, bien sûr, de décisions purement municipales. Donc, c'est, je pense, une tendance lourde, comme on dit, que de pouvoir se réapproprier ces sujets. Et oui, par exemple, j'ai souhaité que Meudon maintenant adhère à la fédération des villes forestières, de manière à ce qu'on puisse bénéficier de l'expérience de nos collègues dans la gestion de ces sujets et qu'on puisse avoir des liens, des échanges avec nos collègues des villes ou villages ruraux, de manière à pouvoir nous enrichir aussi de leur expérience. Et je crois qu'on a vraiment beaucoup à y gagner. En tous les cas, c'est ma conviction. Et nos services
bien sûr, travaillent dans ce sens, réfléchissent dans ce sens. Bertrand Bouillon, on pourrait à peu près définir là, un peu de la même façon, Manille-les-Hameaux, au fond. Il y a en effet un centre urbain, mais il y a aussi, vous appartenez au parc de la Vallée de Chevreuse. Enfin, il y a ces deux dimensions aussi dans votre ville. C'est peut-être plutôt d'ailleurs une ville rurale qui s'est urbanisée d'ailleurs dans l'histoire. On a beaucoup moins d'habitants qu'à Meudon, donc on est une plus petite commune, 9500 habitants. C'est vrai que plus de 70% de notre territoire est en zone naturelle ou agricole. Et puis, c'est ça, 70% totalement protégés contre toute possibilité d'étalement urbain. Dans le cadre notamment du parc naturel régional de l'Haute-Vallée de Chevreuse, ou bien des zones naturelles préexistantes et de Natura 2000. Et c'est vrai qu'on a un cœur urbain qui concentre la grande partie de la population qui a besoin de tous les services qu'on peut avoir aussi en milieu urbain. Donc on doit, nous, à la fois intervenir pour les habitants pour leur permettre d'accéder à la garde d'enfants, aux services enfance, ou à l'ensemble des services d'accompagnement de la famille qu'ils espèrent, et puis en même temps gérer la partie rurale en accompagnant nos agriculteurs, en accompagnant, en développant l'agriculture et en liant les deux. En permettant, et c'est un gros travail qu'on a mené ces dernières années, en permettant aux habitants directement sur place de ne pas faire plusieurs kilomètres pour trouver de l'alimentation, mais à les servir dans les fermes locales. Bruno Millienne, justement, quand on regarde ces deux villes, qui sont évidemment qui ont des différences, on a peut-être l'impression que ça pourrait être ça un peu la France de l'avenir, avec la transition écologique, avec justement ce mix entre l'urbanisme et la ruralité. Oui, moi je mettrais un point d'alerte qui n'en est pas un, parce que si les maires, et Dieu sait s'ils abattent un boulot extraordinaire, si les maires se montrent tous solidaires entre eux, et notamment avec les maires ruraux, parce que le problème des maires ruraux, quand vous êtes dans une commune de moins de 1000 habitants, pour être clair, vous n'avez pas de service. Oui. Ça, c'est très, très compliqué. Donc, vous avez deux façons de faire. Vous avez la façon un petit peu attentiste qui dit, bon, de toute façon, moi, je m'en remets à l'EPCI, et puis je vois ce que je peux faire, mais de toute façon, je ne peux pas faire grand-chose, ce qui est une manière un petit peu d'abandonner le terrain, à mon sens, mais c'est très compliqué. Je comprends que certains maires le fassent. Et puis d'autres qui sont très volontaires, au contraire, qui veulent aller beaucoup plus loin. Et ceux-là, ils ont besoin d'une vraie solidarité de communes un petit peu plus grande, comme celle de Bertrand Bouillon, par exemple, et encore plus grande, comme celle de Denis Larguero, pour travailler ensemble. Il faut créer cette espèce de maillage qui va de Meudon, en passant par Manille-les-Hameaux, et à des plus petites communes, comme j'ai moi sur mon territoire, presque essentiellement, parce qu'à part les Mureaux, qui est QPV, qui est politique de la ville. Tout le reste, ce ne sont quasiment que des communes rurales. Alors, il y en a qui sont un peu plus grandes que d'autres, certes, mais j'ai énormément de communes de moins de 1000 habitants. Et il faut vraiment qu'on les aide. Absolument, oui. Et c'est parce que c'est sans doute un peu un des avenirs possibles de nos sociétés. Est-ce que, on l'avait vu avec la crise des Gilets jaunes, il y a une fracture sociale, il y avait aussi une fracture territoriale. Est-ce que, je pense qu'à Meudon, je ne sais pas si vous pouvez souffrir de cette fracture territoriale, est-ce que vous la sentez en tout cas, ou est-ce que parfois on vous dit qu'elle existe? Alors, c'est vrai que nous, on peut avoir effectivement le sentiment de bénéficier d'un niveau de service qui est très supérieur par rapport à d'autres zones. Mais tout ça est quand même en train de s'équilibrer. On voit bien que nous avons les mêmes difficultés en termes de population médicale, par exemple, notamment sur les médecins généralistes. La zone de déficit en termes de population médicale, elle commence à la première couronne. Et dès qu'on dépasse les villes qui sont immédiatement limitrophes
de Paris, vous avez commencé à avoir des problèmes de démographie médicale. Et par exemple, un de nos projets à Meudon, c'est effectivement la création d'une maison de santé parce que nous avons une population médicale fortement déclinante. Nous avons cofinancé avec la région d'ailleurs une maison médicale à Meudon-la-Forêt. Nous devons maintenant en créer une à Meudonville pour nous assurer que demain, nous aurons une population médicale, notamment médecins généralistes, qui pourra adresser nos besoins en termes de médecine généraliste. Donc, on voit que cette fracture territoriale, elle est plus aussi, j'ai envie de dire, franche ou inégalitaire qu'elle a pu être à un moment donné. Vous voyez un certain nombre de populations qui, du fait de confinement, du fait du développement du télétravail, qui est une bonne chose, recherchent et vont aller s'installer à Magny-les-Hameaux dans les prochains mois ou années, j'en doute absolument pas. Comme déjà, elles le font depuis Paris vers Meudon, et ensuite, sans doute, lorsque les enfants plus nombreux arrivent, vont sans doute se décaler vers nos amis des Yvelines, et c'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs département 78-92 de manière très rapprochée pour aussi adresser des problématiques qui sont celles de la connexion entre nos collectivités, de manière à pouvoir faciliter, si vous voulez, le traitement de ce qu'on peut appeler des ruptures territoriales, mais sur lesquelles nous travaillons fortement et sur lesquelles, je crois, on a fait beaucoup de progrès. Je prends l'exemple, et pour terminer, un peu anecdotique, mais qui est très symbolique parce qu'il fonctionne très très bien à Meudon, c'est la reconversion d'un kiosque presse, vous savez, qui était vide depuis 2 ans parce que la presse maintenant, eh bien, elle se vend principalement par Internet. On ne trouve plus de personnes qui sont prêtes à faire ce travail de kiosquier. En tous les cas, on n'a plus qu'un kiosque actif à Meudon. Le deuxième, il était vide depuis 2 ans. Eh bien, c'est un jeune centralien qui a monté une entreprise qui reconfigure les kiosques en clayette, ça s'appelle la clayette, et qui vous permet donc d'acheter des produits bio et produits donc à proximité, en fait, en circuit court de ces kiosques, et qui donc fait vivre des maraîchers de la région Île-de-France qui vendent leurs produits à l'intérieur de ce kiosque et qui fait un résultat incroyable, qui marche très très bien et qui va sans doute en installer un deuxième. Là, il a un très bon contact à Montrouge. Et ces kiosques qui aujourd'hui sont vides ou inexploités dans un certain nombre de nos communes, eh ben, il va les transformer en lieu de vente pour des produits qui sont justement produits dans les Yvelines, par exemple, puisqu'il y a beaucoup de maraîchers ou de fermes qui peuvent alimenter ces kiosques dans nos zones métropolitaines. Et c'est un exemple, certes symbolique, mais qui est aujourd'hui une preuve de succès, en tous les cas très concrète, à Meudon, puisque ça y est, il a créé ses 2 premiers emplois pour alimenter la machine, le kiosque, qui aujourd'hui délivre de manière extrêmement significative, et les premiers emplois sont à la clé. C'est formidable ça, parce qu'il y a à la fois ce qui m'a surpris, on risque d'avoir du mal de trouver des médecins qui veulent s'installer à Meudon, c'est incroyable, mais oui, je vous le dis. Et ces innovations qui vont changer en effet la vie. Bertrand Houillon, vous aussi, sur cette fracture territoriale, il y a des points sur lesquels vous vous sentez affaibli? En tout cas, pour reprendre les propos de Milagro, par rapport à la présence de la médecine de proximité, c'est pas forcément un progrès si on a vécu depuis 10 ou 15 ans dans nos zones rurales et, on va dire, périurbaines, arrive aussi en milieu plus urbain aujourd'hui. On a déjà travaillé sur ce sujet depuis des années et en commun avec les collègues de la vallée de Chevreuse sur justement la présence médicale sur notre territoire. On a fait quelque chose d'assez innovant en lien avec un hôpital local, l'hôpital de Trappes, pour pouvoir avoir justement des permanences, notamment de médecins spécialisés directement sur la commune de Magny-les-Hameaux. Ça commence à prendre forme et ça fonctionne et ça permet de répondre justement à des besoins
tout simplement normaux de la population et lui éviter de faire des dizaines de kilomètres pour pouvoir accéder à l'offre médicale. Ensuite, en termes de fractures sur notre secteur, c'est principalement une fracture en termes de transport. Et là encore, avec l'ensemble des collègues de notre territoire, on essaye de faire avancer la compréhension des autorités de transport pour pouvoir prendre en compte les besoins de nos populations plus rurales qui doivent se rendre notamment au travail. Alors certes, en ce moment, c'est beaucoup de télétravail. Tant mieux, ça évite un certain nombre de nécessités de transport. Mais rien que, par exemple, pour nos lycéens, pour aller au lycée qui est à Guyancourt, pour faire cette dizaine de kilomètres, il faut se battre pour avoir des bus qui soient adaptés en fonction du nombre d'élèves qui sont à transporter. Donc, tout ça doit devenir un vrai progrès pour pouvoir permettre que à l'échelle de l'ensemble de notre région, on puisse avoir ce sentiment d'appartenance et ce lien direct qui évite à un moment donné aussi d'utiliser la voiture, puisque c'est aussi un cadre de transition. Après, on essaye dans nos communes, et c'est moins facile dans les communes plus rurales que la nôtre, parce que encore 9500 habitants, on est quand même moins ruraux, mais on essaye dans une commune comme la nôtre, pour éviter aussi de prendre trop de transport, d'avoir l'ensemble des services, et notamment en termes de commerce directement sur place. On a travaillé avec une initiative avec le parc naturel régional de Haute-Vallée de Chevreuse sur un système qui s'appelle la boutique à l'essai, qui permet d'accompagner des porteurs de projets pour tester leurs projets et s'installer de manière plus durable et réussir finalement leur installation sur le territoire. On va ouvrir la deuxième prochainement. La première fonctionne maintenant depuis plus de 3 ou 4 ans et c'est superbe dans ce cadre-là. Bruno Millienne, parce qu'il ne reste plus malheureusement beaucoup de temps, justement le rôle d'un député, vous le disiez, vous êtes l'élu d'une circonscription rurale, est-ce que le député aussi peut-être un porte-parole des maires de la ruralité justement, qui ont parfois du mal à se faire entendre? Alors, vous savez que depuis la fin du cumul des mandats, c'est une question que se sont posées tous les députés, j'espère, de voir comment ils pouvaient conduire leur action de manière à ce que ça bénéficie au territoire. Alors, pas par petites touches, mais d'une manière générale. Mais moi, j'ai entretenu des rapports, et là, je dois rendre hommage au maire de Méricourt, Philippe Geslan, qui a été un soutien incroyable. Et j'ai essayé de porter autant que faire se peut leur voix. Je vous prends juste un exemple. La loi de Sébastien Lecornu, l'engagement et proximité, un certain nombre de mesures qui sont dans cette loi viennent des travaux qu'on a conduits avec les maires ruraux de ma circonscription. Donc voilà, et j'essaye de rester le maximum en contact avec eux parce que j'ai besoin de cette remontée de terrain. J'ai besoin aussi de sentir, en dehors effectivement de nos déplacements sur le territoire, mais qui sont souvent des déplacements pour des cérémonies, etc. On essaye de faire des points quand même excessivement réguliers. Alors en ce moment, c'est un peu plus compliqué parce que ça se passe par visio et c'est beaucoup moins convivial. Mais avant la Covid, pour vous donner un exemple, tous les mois, il y avait une réunion avec les maires à ma permanence. Et on avançait ensemble et on sortait des idées qu'on transmettait à tout le monde. Je veux juste faire un petit point, si vous me permettez, Patrice, sans être trop long, sur la fracture territoriale. La fracture territoriale, on l'a vu, on a entendu parler du désert médical, mais ça, j'espère que les déserts médicaux, il va falloir qu'on trouve d'autres solutions, parce que c'est pas simplement d'avoir supprimé le numerus clausus qui va arranger les choses, il faut aussi que les nouveaux médecins aillent sur les territoires. Peut-être trouver des façons, sur leur dernière année de formation, d'aller vers les territoires les plus enclavés, et en général, quand les expériences sont menées, ils y restent, donc c'est un bon espoir. Mais elle est surtout et avant tout, pour moi, c'est une fracture, la fracture sociale et territoriale, parce que sur les territoires les plus reculés, on a abandonné l'idée de mettre de l'économie. Depuis des années, on a trop métropolisé l'économie et ça a obligé les gens, et finalement, à aller vers les métropoles pour travailler. La transition écologique devrait nous permettre de ramener de l'économie sur les territoires. Après, il y aura un certain nombre d'étaux à desserrer pour pouvoir faire en sorte que ces petites communes se développent et vivent, mais il faut qu'on arrive à créer une espèce
de maillage fin du territoire, même avec des PME et des TPE pour les aider à s'installer et recréer de l'économie sur les territoires de manière à avoir quelque chose de plus harmonisé que ce qu'on a en ce moment, parce que c'est compliqué effectivement pour les territoires ruraux. Voilà, on y travaille, c'est compliqué, c'est pas simple, il y a des freins un petit peu partout, mais il faut qu'on arrive à lever ces freins-là pour permettre ce genre de mutation, on va dire, territoriale, venir à l'inverse de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire l'inverse de la métropolisation. Maintenant, le temps du ressac est arrivé et il faut réinjecter de l'économie sur les territoires. On voit qu'il y a beaucoup d'innovations possibles, de changements possibles, beaucoup d'espoir possible. Il nous reste très très peu de temps. Alors, je vais juste vous demander, à Bertrand Houillon et M. Larguero, est-ce que vous êtes des maires heureux ? Ah bah, je suis pleinement heureux de pouvoir travailler et agir au niveau local avec les habitants de notre commune, et on a la chance d'être dans une collectivité où beaucoup de monde se connaît, où il y a un tissu associatif qui est fort, une solidarité qui est incroyable, et on fait tout ensemble en fait. Donc forcément, voilà, c'est une joie de voir avancer notre commune. De voir se développer un certain nombre de services, des équipements, et qu'on arrive encore plus en ce moment à passer cette période de crise en se serrant les coudes les uns les autres. Et au-delà de ça, avec l'ensemble des collègues du territoire, puisqu'on a une association des maires de notre canton avec lesquels on discute très régulièrement et on échange sur les problématiques qu'on peut avoir. Ça rejoint un petit peu ce qu'évoquait justement Bruno Millienne sur les liens entre des communes un peu plus importantes et plus rurales pour partager. On va avoir prochainement des formations avec le GIGN sur la posture à avoir face à des incivilités, et donc j'ai plein de collègues de communes rurales qui vont venir sur notre commune pour pouvoir se former, et qu'on se forme tous ensemble et qu'on échange justement sur les pratiques qu'on peut avoir sur nos différents territoires. Donc voilà, après, il y a forcément des difficultés, mais c'est surtout que on garde toujours à l'esprit le fait qu'il y a du progrès pour permettre à tout le monde de vivre ensemble, et c'est formidable. Bien, écoutez, merci. Je n'interroge pas Denis Larguero parce que je crois que la liaison a rompu. Merci infiniment Bertrand Houillon, Denis Larguero. Merci beaucoup Bruno Millienne. Je crois qu'on aura l'occasion évidemment de reparler de tous ces sujets, parce que on touche là peut-être aussi, et c'est ça qui est important, la société de demain. Enfin, dans quelle société on veut vivre demain. Et je crois que ces villes-là nous montrent aussi des exemples. Merci beaucoup à tous, et à très vite. Merci à vous. L'Université des maires continue.